M'entendez-vous? Moi, je t'entends. Ceux qui ne me répondent pas, je présume que oui. Moi, je t'entends. Oui. Tu m'entends, toi? Oui. OK. Fait que je dois parler avec François et Daniel. Oui. Les autres, ils m'entendent. Deuxième conférence, où trouver l'énergie qui permet l'illumination? Là-bas. Les Tchik-Tchaks qui sont par là-bas. Tout à l'heure, tu as dit que c'était là, mais. Oh. Mais au Tchik-Tchak? Quand tu pars en ligne droite, tu fais le tour de la Terre, de toute façon. Où trouver l'énergie qui permet l'illumination? Mais premièrement, C'était le titre ou une l'illumination. question, ça? C'était une question et le titre. Mais premièrement, l'illumination, c'est quoi? Avant de savoir on prend l'énergie pour faire quoi, c'est l'illumination. Dans le Zen, tu as le Satori, tu as une illumination, tu te réveilles à quelque chose, mais est-ce que ça a encore une réalité quand on parle d'intelligence? Oui. Bon. Le Satori du Zen, c'est une illumination qui t'amène à un état de conscience où il n'y a rien. C'est intéressant. Maintenant, l'illumination réelle t'amène à un état de conscience où il y a tout. C'est sûr qu'on peut dire que dans le rien, il y a le tout. On peut faire du Zen, autrement dit, faire des koans, hein? Et d'une façon quantique, on peut dire que dans le rien, il y a le tout, dans le tout, il y a le rien. Sauf que l'intelligence supramentale, le contact le conscientiatif t'amène à un éveil, donc à une illumination. Mais l'illumination, c'est pas une seule chose, c'est plusieurs étapes. L'illumination se fait de façon quantique et non pas quantique, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les koans, mais ça a à voir avec les kantas. Bon. Un kanta, c'est une quantité d'énergie qui permet différentes choses. Ça peut permettre à un électron de changer d'orbital, ça peut permettre à différentes mécaniques de bouger. Un quanta d'énergie, c'est donc une quantité d'énergie, et quand on a atteint une certaine quantité d'énergie, il se passe quelque chose. Puis quand il s'est passé quelque chose, on est rendu à un autre état, mais on a brûlé l'énergie nécessaire pour monter là, ce qui fait qu'on est à un autre état, mais on n'a pas autant d'énergie qu'avant. Autrement dit, il y a plusieurs personnes parmi vous, vous avez probablement déjà vécu, ce n'est pas encore des illuminations, mais c'est une forme de début d'éveil vers la conscientisation pendant la période de fin de l'évolution. L'évolution, c'est l'apprentissage mémoriel des choses, c'est la sagesse. La conscientisation, c'est le savoir instantané. Donc, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Alors que l'évolution, on apprend par essai-erreur, par l'expérience. On est des êtres expérientiels, c'est-à-dire qui donc cheminent par expérience. C'est pas expérimental, c'est autre chose. L'humain est un être expérientiel. L'illumination se fait de façon quantique et de temps en temps, ça vous est arrivé d'avoir de l'énergie et subitement vous changez philosophiquement quelque chose chez vous, ça change, ou psychologiquement. Et maintenant que ça l'a changé, on devrait être beaucoup mieux. Puis souvent, on n'est pas mieux. Pourquoi? Parce que l'énergie accumulée pour permettre le changement est perdue pendant le changement. Ça nous a permis d'arriver là. C'est comme l'essence qu'on met dans le réservoir pour nous permettre de partir, mais quand on arrive, il n'y en a plus. Alors, il faut en trouver d'autres. Oui, mais le changement, il a été quand même cellularisé, puisqu'on en est où on en est aujourd'hui. Ça veut dire que l'énergie n'a pas été toute perdue. Quand je parle perdu, ce que je veux dire, c'est que l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique, c'est-à-dire de l'énergie que tu cumules, qui à un moment donné finit par te permettre un mouvement. Quand le mouvement est fait, l'énergie reste en termes d'endroit où tu te trouves du point de vue de la conscience. Donc, effectivement, physiquement, tu n'es plus le même, à peine. Endocrinalement, neuroniquement, tu n'es plus le même, à peine. Psychologiquement, tu n'es plus le même, à peine. C'est évident, par contre, l'individu qui n'est pas suffisamment branché à de l'énergie, donc qui ne sait pas comment trouver de l'énergie pour permettre l'illumination successive, ce qui va arriver, c'est qu'une fois qu'il a changé, mais s'il ne change pas encore, parce qu'il faut être toujours en période dynamique, alors ça va commencer, les réincarnations se poursuivant, progressivement, ce qu'il a rejeté va insidieusement revenir tourner autour de lui, et puis lentement, ça va commencer à le regagner. Sans compter les réincarnations de ses lignées familiales qui l'attendent en fonction de ses groupes d'âge, et l'individu, après un changement, peut progressivement redevenir plus ou moins ce qu'il était. Après ça, il ramasse de l'énergie. Une bonne façon de ramasser de l'énergie, c'est d'être capable de supporter l'écœurement sans se déprimer. Parce que quand on est écœuré d'être écœuré, on a ce qu'il faut pour monter, pour bouger. Il y a d'autres façons de ramasser de l'énergie. Mais ce que tu décris, l'écœurement de l'écœurement, c'est une façon
psychologique de décrire un état où l'énergie est rendue à un point où elle te permet de basculer d'un état supérieur. Oui, l'écœurement de l'écœurement, c'est lorsque, disons qu'on ramasse de l'énergie. Quand on ramasse de l'énergie, on n'a pas d'illumination, mais on commence à étendre notre ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'information. L'information, j'expliquais dans une conférence que l'information que l'on a, c'est jamais une information où on vous parle. Et parce que l'ego n'est pas au courant de la conscience, il va vivre l'expérience mémorielle du contact de votre intelligence avec votre véhicule terrestre. Et l'ego qui se prend pour nous, la personnalité, la psychologie, parce qu'elle va vivre l'expérience du contact, elle va s'arranger pour adapter l'expérience du contact et elle va en déduire qu'on lui a parlé. Bon, mais ça ne te parle pas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu ramasses de l'énergie, tu expérimentes de plus en plus l'intelligence, mais tu n'as pas encore de contact réel. Expérimentant l'intelligence, tu commences à plus vouloir vivre telle chose, à refuser de manger telle chose, à ne plus vouloir qu'on te traite de telle façon, ou à ne plus vouloir te traiter de telle façon. Et ça, parce que tu n'as pas assez d'énergie, tu as l'information de ce que tu vas être, ou de ce que tu devrais être ou devrais vivre, mais tu n'as pas l'énergie pour le faire. Et ça, dans la psychologie humaine, ça va engendrer la frustration incrémentoire, c'est-à-dire, ça va être une petite frustration, et progressivement, tu vas être de plus en plus frustré. Et ça amène l'écœurement. Et quand on a suffisamment d'écœurement, sans se déprimer, quand on est capable d'absorber l'écœurement, bien, à un moment donné, on aura le bol et on change des choses. Et là, tu viens d'avoir suffisamment d'énergie, le quanta d'énergie nécessaire à une petite mutation, à une marche est atteint, et là, tu changeras les choses. C'est pas encore l'illumination, mais ça, les gens connaissent ça. On va avoir l'air de quoi physiquement quand on va être illuminé? C'est-à-dire que, est-ce que... Ça va être intéressant la nuit surtout. Est-ce qu'on va être illuminé parce qu'on pense au corps de lumière du Nazaréen? Puis pour moi, la relation entre un être illuminé puis un corps de lumière est facile, le rapprochement est facile à faire. Non, le Nazaréen, c'est un très mauvais exemple d'illumination. Parce que le Nazaréen, c'est premièrement un corps de chair comme le tien. Hein? C'est un corps qui, à un moment donné, a été touché par l'intelligence prémentale d'une énergie qu'ésotériquement on appelle michaélienne, le Christ, qui est un synonyme d'intelligence supramentale. Donc, Jésus a été christifié, il est devenu Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers son illumination, il a été illuminé, lui, vers l'âge de 12, 13, 14 ans. Il n'a pas vécu d'adolescence. Et il est resté illuminé jusqu'à temps que l'intelligence supramentale le quitte un peu. Elle est allée dans Lazare. Elle est allée dans Marie, dans Madeleine. Elle est allée un peu se promener un peu partout. Et là, ce qui arrive, c'est que le Nazaréen, lorsqu'il était illuminé, c'était un bonhomme dynamique. Mais à un moment donné, quand l'intelligence a commencé à se retirer, ce qui fait partie des processus de l'illumination du passé, pas du futur, du présent, il est resté l'énergie du plan bouddhique, l'énergie de l'amour instantané. Alors, l'intelligence supramentale, le plan christique, peut s'appeler intelligence instantanée ou intelligence active, comparativement à l'intellectuance qui pourrait s'appeler l'intelligence passive. Ça dépend des mémoires, notre intellectuance, pas l'intelligence. Alors, lentement, chez le Nazaréen, l'intelligence l'a quitté et il est resté le plan qui est supérieur au plan d'intelligence, qui est le plan de l'amour instantané. L'amour instantané a fait du Nazaréen un être qui a été mémorisé planétairement comme un être plus ou moins passif. Un être qui n'a pas trop d'expression au niveau du visage. Un être qui a un regard qu'on dirait qu'il vous regarde bien loin ou qu'il ne vous regarde pas du tout. Hein? Bon. Donc, quand on prend le Nazaréen comme exemple d'illumination, c'est pas tout à fait ça. C'est plus que ça? L'illumination, c'est moins que ce que le Nazaréen Non, fait? c'est que c'est différent. C'est différent? L'illumination que tu vas vivre et que les gens vont vivre sur la planète Terre d'ici les 30, 40 prochains milliers d'années est une illumination qui est différente de ce que le Nazaréen a vécu. C'est que là, l'ego va participer avec, parce qu'une fois que le Nazaréen, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois qu'il est retourné avec son faisceau, l'ego est resté là. Nous, notre ego, il va falloir qu'il participe et qu'il soit... disons... participe d'une manière de... Oui, l'ego de l'être humain dans l'illumination qui s'en vient, l'illumination des gens, l'ego va être transformé. C'est un processus que j'appelle l'anégoïsation. Donc, l'être humain va s'anégoïser, l'ego va se transformer en double éthérique par le processus
pendant le processus de l'illumination, mais par le processus de l'ajustement, de l'ajusteur de pensée, le processus de l'intervention de l'ajusteur de pensée, au niveau de l'illumination. Mais là, c'est des choses qui touchent un peu plus le séminaire. Je ne vais pas trop compliquer. Comme qualité de vie, c'est sûr que la question est égoïque, parce que justement, l'ego, c'est qu'il peut se préoccuper de sa qualité de vie. Mais est-ce que ça va lui donner quelque chose de se faire illuminer, parce que j'ai pas l'impression que c'est lui qui va s'illuminer? Oui. Est-ce qu'un être illuminé va mieux vivre que nous autres actuellement? Dans une meilleure qualité, je parle. Bon, oui. Tout ce qui vous constitue, vos mémoires, votre ego, votre corps de chair, votre corps vital, votre mental, le début de conscience supramentale, l'index, troisième cerveau, tout ce qui vous constitue présentement va y trouver son profit dans la négoïsation et dans l'illumination complète de l'être ancien, ce qui va engendrer l'être nouveau. L'illumination, donc, elle est quantique, c'est-à-dire que tu peux monter d'étape en étape, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la phase de finalité de l'évolution, la majorité d'entre vous, vous évoluez encore, mais vous êtes en train de cesser d'évoluer. Parce que vous avez commencé la conscientisation. L'évolution, c'est comme marcher à pied. Puis se conscientiser, c'est comme fonctionner avec un avion réaction. L'être humain a commencé à se conscientiser, c'est-à-dire que l'être humain est de plus en plus capable d'être son seul maître. Donc, il se centre chez lui. Donc, il s'individualise du point de vue de la conscience. Il va créer des alliances du point de vue de l'extérieur. Il va vivre en société. C'est intelligent, c'est esthétique, c'est bien. Sauf qu'il s'individualise. Et progressivement, pendant la phase où l'évolution va s'estomper et où la conscientisation va commencer à grimper, il y aura des petites illuminations, des illuminettes, qui vont frapper l'individu au niveau de sa conscience et qui, normalement, vont lui amener de l'information sans lui amener de la volonté. C'est-à-dire qu'il aura l'information de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut être, mais il ne pourra pas rien faire pour faire ou pour être. Et ça va amener la frustration incrémentoire qui amène normalement l'écœurement de l'écœurement. Et là, on passe à une étape beaucoup plus puissante. C'est plus une illuminette, c'est une illumination de premier ordre, donc une 25, 30. Bon, ça veut dire que l'illumination vient avec l'énergie nécessaire pour faire ou appliquer, ou finalement la volonté vient avec la vision exacte? C'est-à-dire que ce qu'il faut bien, c'est rentrer dans le coco. C'est qu'il y a 3 petites étapes qui durent de quelques heures à quelques millions d'années, ça dépend des personnes. Bon, il y a 3 petites étapes. La première, c'est l'intelligentiation de l'être humain, c'est-à-dire l'éveil, l'ouverture à la conscientisation. Donc, première forme d'élimination, vous savez. Mais vous savez, mais vous ne pouvez pas. Puis ça, l'humain doit le comprendre parce que la majorité des êtres humains qui souffrent de l'illumination, enfin de la conscientisation, sont des êtres qui se rendent compte de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils devraient être, puis qui se rendent compte aussi égoïquement qu'ils ne peuvent rien changer. Oui, mais ça me sert à quoi de le savoir? Je le sais, ça là, puis bon, c'est ça. Présentement, l'homme, la femme, l'enfant n'a pas accès à de la volonté. Bon, on va en reparler à un moment donné, une conférence au mois d'août, je crois. Sauf que l'être humain doit comprendre ça. La première étape, c'est de savoir. Et le savoir crée l'être nouveau. Donc, on parlait dans une conférence du peuple élu, le savoir crée cela. Et c'est pour ça que je reviens encore là-dessus, c'est très important. C'est en fonction de ce qui se passe dans vos neurones, dans votre corps vital, dans votre conscience, dans votre intelligence. C'est ça qui détermine ce que vous êtes. Pas en fonction des répercussions dans vos égos, puis encore moins en fonction des répercussions dans notre vie. L'être humain, l'illumination, c'est quelque chose qui se fait à l'interne. Donc, ça ne dépend pas des structures externes de la forme. Ça veut dire que l'énergie, on pourrait dire qu'elle est dans les neurones et dans le cerveau, elle est là, sauf qu'elle n'est pas nécessairement mise en marche, elle n'est pas nécessairement au rythme. Non, le dormeur dort. Ah, c'est ça. Il s'éveille. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'être humain, au niveau du confort, au niveau de toutes les structures que l'ego peut poser, l'être humain qui arrive à l'illumination va atteindre donc l'écœurement de l'écœurement, et à un moment donné, en traversant, il va arriver à l'état du savoir. L'état du savoir va faire en sorte qu'il va abdiquer toute forme de croyance. Je ne peux pas croire qu'il y a de l'eau dans le pot, je le sais.
Mais je ne peux pas croire qu'il neige dehors parce que j'aurai la conscience de l'instantanéité et je saurai qu'il neige ou qu'il ne neige pas, ou quelle température il fait, ou combien de papillons de type Grand Mario existent sur la planète. Je saurai exactement. Sauf que l'être humain arrive à l'état du savoir, mais l'état du savoir va l'amener, par exemple, à savoir exactement quels vont être les 6 chiffres gagnants du prochain tirage du loterie du Loto 649. Il le sait. Et là, il a juste à aller s'acheter un billet. Il peut pas. Sauf que fais-lui confiance que s'il va, il va se casser une jambe avant d'y arriver. Il va arriver après la fermeture des guichets. Il va casser son crayon. Il va... Ça, c'est s'il n'y a pas l'énergie pour. Il y aura... Voilà. Il saura... Et tout ce que ça fait, souvent, c'est que ça crée des problématiques. Il y a plusieurs personnes, jusqu'à date, qui se sont suicidées du point de vue du corps physique ou du point de vue du corps astral en prenant des drogues ou de l'alcool ou ces choses-là, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu vois clair, tu vois que tout est laid. C'est l'ego maintenant qui interprète. C'est pas laid. C'était comme ça même quand tu voyais pas. Maintenant que tu vois, tu te diriges vers une autre étape. Mais crime, laisse-toi le temps d'y aller. Mais l'humain panique tout de suite. Parce qu'à cause que l'ego, qui est dans l'illusion qu'il a un libre arbitre, se voit totalement désillusionné. Merde, j'ai pas de libre arbitre. Maintenant que je vois plus clair, je peux moins. C'est faux. Avant, tu pouvais pas, mais tu pensais que tu pouvais. Tu savais pas que tu... Ben, c'est ça. Mais il y a Et aussi- la troisième étape, c'est celle de la créativité, où là, l'humain changera les choses. Il y a l'étape, la deuxième étape, c'est l'étape de la volonté. Mais au départ, contentons-nous d'arriver à l'illumination du savoir. Quand c'est suffisamment ancré, ce qu'on va expliquer au niveau de comment ramasser de l'énergie, ça sert à la deuxième étape, à la troisième. Mais au départ, il faut se mettre dans le coco, qu'au départ, il faudra savoir. Et quand je parle de savoir, c'est pas savoir 3, 4, 5 affaires. C'est savoir rien de ce que tu n'as pas besoin, puis de savoir tout ce qu'il te faut quand c'est nécessaire que tu le saches. Tu ne réfléchis plus, tu sais. L'illumination, c'est des prises de conscience. Non, la prise de conscience, ça, c'est l'effet mémoriel dans l'ego du vécu de l'illumination. C'est le résultat sur l'ego. La prise de conscience, c'est quand ton ego observe que tu as vu quelque chose, que tu es conscient. L'illumination, c'est le passage de la conscience. Intelligent. La prise de la conscience, c'est une photo La du passage de photographie, la conscience. c'est ça, la mémorisation. Prise de conscience, c'est pas l'ego. C'est une prise, c'est égoïque déjà. Ouais. Ben, l'illumination, Prise de- est-ce que c'est la trace pure? Non, c'est... OK, c'est à l'état pur. C'est une prise de conscience à l'état pur. C'est parce que... L'illumination, ce n'est pas un contact avec un informateur. Je veux que tu comprennes là. Alors, je prends le langage policier. C'est pas un contact avec un informateur. Spirituellement, pour que lui comprenne, l'illumination, c'est pas recevoir de l'information. D'un Dieu, du cosmos. C'est pas ça l'illumination. L'illumination, qu'est-ce que c'est? L'illumination, c'est un passage puissant d'énergie. On ne dit pas d'énergie pure. Trouvez-moi ça d'énergie pas pure. Bon, c'est spirituel, de l'énergie pure. C'est à dire de C'est une fois l'énergie. qu'elle nous a touchés, qu'elle est moins peu, finalement, elle est Non. égoïsée. Non, l'expression ça va être atténuée. Pur, pas pur, là. Bon. Le faisceau te traverse net. Là, c'est une illumination. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au niveau de ton corps physique, si le corps physique n'est pas assez fort, tu peux être malade. Hein, c'est beau, on t'a dit l'illumination. Si ton corps physique est assez fort, tu vas être guéri de toutes tes maladies. Si ton corps vital est assez énergisé, tu vas guérir ton corps physique. Si ton corps vital n'est pas assez énergisé, tu vas être temporairement, pendant l'illumination, absous des maladies, puis quand le contact est coupé, les maladies vont revenir. Si ton corps astral est trop présent, si tu es trop égoïsé, probablement que non seulement tu vas te prendre au sérieux, tu vas couper carrément le contact avec la source d'énergie, et en plus, tu vas essayer de revivre dans ta psychologie le contact, tu vas te prendre pour un maître, un dieu, un élu ou quelque chose du genre, et tu peux te lancer en mission, tu vas fortement devenir un missionnaire. Moi, tous les maîtres ont passé par là. Toutes non. Bon, plusieurs, la majorité. Quelques-uns peuvent passer par là. Si ton corps astral est insuffisamment présent et que le corps vital est correct, le corps physique est correct, automatiquement, tu mutes. C'est instantané. Tu es un être nouveau. Il y a un paquet de processus que tu ne feras pas. Si ton corps mental est insuffisamment puissant, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas d'illumination. C'est lui qui fait partie du contact. Oui, parce qu'on a le corps physique, c'est intéressant, on a un corps vital qui l'anime, on a un corps astral qui permet à la psychologie, par des interpréteurs actionnels au niveau de l'âme, de communiquer avec le corps physique pour l'animer en fonction des désirs de la psychologie.
On a un corps mental qui permet une relation entre le corps vital et le corps physique par le biais de l'astral avec de l'intelligence. Donc, le corps mental est le vecteur, le véhicule, c'est le joint, qui va permettre le contact entre l'intelligence supramentale et l'ego. Puis il y aura une guerre un petit peu dans le mental entre c'est moi qui dirige, puis moi je n'ai rien contre, mais tu diriges rien. Alors, c'est ce qui va se passer. Donc, l'individu qui n'a pas un mental suffisamment élaboré n'a pas de contact supramental. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un mental élaboré? Un mental élaboré, c'est pas quelqu'un qui a un gros intellect. L'intellect est un mental. Mais le mental élaboré, c'est quelqu'un qui est capable de vivre de l'écœurement de temps en temps. C'est quelqu'un, mais pas nécessairement. C'est quelqu'un qui peut mentaliser. C'est quelqu'un qui est logique. Il y a toute une définition du corps mental. Parce que, puis il faut faire attention, parce que quand je dis on doit avoir un corps mental, il y a des individus qui en ont un, qui, à cause de leur ego, vont s'imaginer qu'ils n'en ont pas. Ils en ont un. Puis évidemment, il y a des individus, que lui, il pourrait dire ça, des individus qui n'en ont pas, qui vont s'imaginer qu'ils en ont un, mais ceux-là, c'est pas grave. Donc, il faut un corps mental. L'énergie pour aller chercher l'illumination. Je vais revenir avant au savoir. Le savoir, là. Il y en a dans l'eau. Le savoir, ça peut facilement, mais ça peut toujours être mis en doute. Une personne qui dit « je sais », par exemple, qu'il neige dehors. Elle ne sait pas. Présentement. C'est ça, elle ne sait pas. Quand tu sais, puis que tu es sûr d'être sûr, tu ne crois pas, tu ne doutes plus. On peut faire une petite... Bon, ce qui est important, c'est complexe, OK? Mais on va juste faire un petit détour là-dessus. Il y a une grosse nuance entre croire à quelque chose puis ne pas douter de quelque chose. Comme par exemple, moi, je n'ai pas confiance, ni en moi. Il y a des choses que je connais et je ne doute pas de ces choses-là. Puis des choses que je sais, puis ça, je peux en douter. Mais j'ai pas... Puis c'est à peine. Je ne doute pas de mes capacités de t'évaluer. Donc, je n'ai pas confiance en lui. Je ne doute pas de ma capacité de savoir qui il est. Si c'est pas correct, je le sais, puis si c'est correct, je le sais. Je ne doute pas. Alors, la grosse différence, c'est que la spiritualité recherche la croyance, la foi, alors que l'intelligence va amener chez l'humain l'absence de doute. Et ce n'est pas de la croyance. Tu peux dire, par exemple, mais tu peux te tromper. Tu peux dire, je sais, j'ai confiance totalement à ma façon de décoder, par exemple. Mais là, après ça, on peut dire... Moi, j'ai pas confiance. L'être nouveau n'a pas confiance et il se trompe jamais. Mais c'est quoi tu as dit? Tu sais? Je doute pas. Tu doutes pas. Merci. Tu doutes pas, OK, tu doutes pas, mais tu peux te tromper. Non, l'être nouveau se trompe jamais. Tu peux se tromper. La personne qui est en transition, elle, parce qu'elle vit encore un peu d'évolution et de la conscientisation, de temps en temps, il y a une intuition psychologique astrale qui vient lui dire « Gars, fais ça ». Puis de temps en temps, il y a une intuition supramentale qui vient lui dire « Fais ça ». Puis parce que la personne n'a pas encore suffisamment de discernement, là, la personne peut se tromper. Et l'ego peut ne pas douter. Mais quand je dis de ne pas douter, moi, ça veut dire que tu n'as même pas d'ego pour croire, pour accepter. C'est pur, tu sais. Mais c'est encore une question d'énergie. C'est uniquement une question d'énergie. Mais je comprends que... parce que le même individu qui est en transition, à un moment donné, peut savoir et pas douter. Parce qu'il est en transition, il a encore de l'ego. C'est du moment que l'ego. la personne a de l'ego, c'est ça? Elle peut se faire avoir. Mais elle peut savoir aussi. Elle peut savoir aussi, c'est pourquoi la personne qui a de l'ego, qui commence à être en contact, doit être capable de s'allier, donc d'avoir des alliances, appelez ça des amitiés si vous voulez, des individus du même calibre, hein? Pas des individus qui vont dire oui à tout ce qu'elle va faire, des individus du même calibre, et là, elle doit se risquer dans sa vie à appliquer son intuition. C'est une grande façon d'aller chercher de l'énergie qui va amener à l'illumination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'intuition que je devrais faire ça. Bien, fais-le. Là, je l'ai fait, puis je me suis fait avoir. Bien, j'espère que tu vas retenir la leçon. Mais pas comme si c'était un parent qui disait ça, là. Il faut que tu recommences. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que de temps en temps, il y a une intuition qui vient, puis elle a une légère différence avec l'intuition supramentale qui est ton intelligence, qui est toi qui veux diriger le corps. Sauf que l'être humain, souvent, parce qu'il manque d'expérience au niveau de l'ego, au niveau des plans physiques, n'a pas le discernement. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de discerner quand c'est une intuition juste d'une intuition fausse. Une intuition astrale, d'une intuition supramentale. Mais il faut qu'il expérimente. Risque-toi. Mais tu te risques dans l'intelligence. Si on te dit traverse tel boulevard à l'heure de pointe, les yeux fermés en courant, je te protège, bien faites-le traverser, lui. Mais vous, n'y allez pas. Bon.
travers, j'irai te rejoindre. Ça. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'intuitions ou d'informations qui nous arrivent qui, au moment où ça arrive, sont bonnes. Je prends un exemple de me lancer dans un certain commerce, disons. Bon, l'information arrive, c'est intelligent, j'y vais. Ouais. 2 jours plus tard, l'intelligence me redit, auto-là, change d'idée, change de cap. Là, l'ego va dire à l'intelligence, oui, tu sais, il y a 2 jours, tu m'as dit d'y aller. OK, je t'arrête parce que c'est important. Pour ramasser de l'énergie qui amène à l'illumination, il faut expérimenter et préparer le corps physique à recevoir de l'énergie. Tu as des muscles extrêmement faibles. Pour préparer tes muscles à recevoir de la force, il faut que tu les fasses bouger. Mais oui, mais là, je suis tout raqué. C'est normal. Oui, mais là, je suis fatigué. C'est normal. Tout à l'heure, j'ai expliqué que quand les corps sont pas prêts, la descente illuminative peut créer des problèmes. Mais progressivement, le muscle finit par être capable de prendre de la force. Et plus il en prend, plus il peut en prendre. Il faut travailler. Fais ceci, tu commences à le faire. 2 jours après, fais-le plus. Là, tu te dis, écoute, branchez-vous. Mais c'est à nous autres de se brancher, c'est pas à eux autres. Mais là, ce qui arrive, c'est que habituellement, et c'est là que son intervention est extrêmement importante, c'est que l'intelligence, toi, au niveau absolu, on va dire l'intelligence pour l'instant, va demander à ton ego, on va dire va te demander. Donc, l'intelligence va te demander, bois de l'eau. Ah, OK, non, tu peux laisser faire, bois-en plus. Ben, écoute, déniaisez-vous. Mais prends-en. Ah oui, mais là, non, laisse-la là. Mais oui, mais là, on va passer ma semaine, moi, là, comme ça, là. L'idée, c'est que l'intelligence te force. Elle ne force pas souvent les individus. Mais il y en a un au Québec, l'intelligence, elle te l'a forcé en sacre bleu, puis il y en a d'autres sur la planète qui ont été forcés beaucoup. On peut faire mieux. C'est pas nécessaire d'être forcé. Mais par contre, il faut savoir écouter. Le Baptiste, dans le passé, il n'écoutait pas. On l'a forcé, puis il n'y a pas qu'à d'autres à travers le temps. L'intelligence, tu as l'intuition de boire de l'eau. Tu viens de prendre ton verre, tu as l'intuition que c'est plus nécessaire. Ben, tu le mets là. Ah, tu as l'intuition, il faut que tu recommences. Ben, tu recommences. À un moment donné, on se rend compte par la pratique, mais fais-le. Si tu ne le fais pas, tu ne l'expérimentes pas. Tu vas te rendre compte que là, tu es rendu dans une mémoire cyclique de l'ego. Tu le sais, là, tu ne le fais plus. L'autre chose, c'est que lance-toi en affaires, 2 jours après, lâche tout. C'est niaiseux en maudit. Je viens de mettre 5 000, je viens de louer un local, Probablement qu'il faudrait que tu lâches tout. C'est ce que je dis, dans le sens qu'on va dire de l'extérieur que ça a été une erreur. Parce que tantôt, Michel a dit, est-ce que tu peux commettre une erreur quand tu sais? Mais la journée où tu l'as faite, c'était pas une erreur. Souvent, c'est parce qu'on ne l'écoute plus après que là, ça semble être une erreur de l'extérieur, comme observateur ou même comme celui qui le vit. Bon, de l'extérieur, de toute façon, il faut s'en détacher. Mais il y a plusieurs choses, parce que c'est important, parce que là, c'est subtil ce que je compte là. OK? Ça peut être dangereux pour des oreilles non averties. Premièrement, la première chose à faire, tu as l'intuition de faire quelque chose. Fais-le. Tu as attendu 30 secondes, fais-le plus. La synchronicité est cassée. Exactement comme, vas-y, traverse la rue. Vas-y plus. Vas-y plus. Okay? C'était parfait, mais vas-y plus, là. Vas-y plus, là, c'est plus bon. Et c'est souvent ce qui arrive à l'individu qui suit l'intuition supramentale. Pourquoi il se casse le nez? C'est que son ego vient en interférence parce que l'ego veut analyser, l'ego veut rationaliser. Écoute, justifie-toi, donne-moi une raison. Enfin, l'ego vient et il se pue le temps. Mais l'intuition est toujours trop... Quand tu te rends compte que c'est une intuition, il est trop tard. Ben oui, parce que là, tu t'en rends compte, donc tu as une prise de conscience. Ça veut dire que... C'est de l'ego. Bon, ben finalement, on ne parle plus de l'intuition, là. Non, tu parles de la mémoire. Mais je veux dire, on ne peut même plus parler, écoute, ton intuition, c'est parce que, comment que je vois ça, c'est que, comme tu dis, là, pose un geste, tu viens, là, ça s'enclenche, tu viens faire quelque chose, mais là, non, tu viens pas pour le faire. Tu as le goût de le faire, tu as l'intention de le faire, mais là, tu hésites, mais tu as trop hésité trop tard. Ouais. Fait que ça, là, tu dis, tu n'as pas écouté ton intuition, mais si tu l'aurais fait instantanément, il n'y aurait pas eu d'intuition là. Bon. Ça aurait été direct, et puis... C'est bien. Ça ressemble plus à une impulsion qu'à une intuition? Non. Ça dépend de la définition qu'on donne aux mots, mais là, on subtilise de plus en plus. C'est rendu très subtil. Oui, mais l'intuition, c'est... Ce qui arrive à un moment donné, l'intuition, ce que c'est... Tout à l'heure, on parlait d'intuition astrale, qui est la réplique mémorielle du contact avec l'illuminatif. L'intuition, c'est de l'illumination digérée par des neurones humaines ou par de l'ego humain, donc dépendamment si c'est l'intuition astrale ou supramentale. Ça veut normalement dire que progressivement, à force d'y aller, de manquer ton coup, de recommencer, progressivement, tu vas savoir que c'est le temps, puis tu vas savoir que pendant que tu le fais, c'est le temps, puis tu vas être totalement conscient de la synchronicité parfaite de l'événement versus toi-même.
C'est de l'intuition parfaite, mais là, on pourrait appeler ça de l'illumination. C'est de la conscience totale. C'est de la conscience totale. Bon. Maintenant, ce qui est important, donc, c'est que vous devez vous risquer, et trop souvent, pour ne pas gâcher sa vie, on la perd complètement. Okay? On vit trop sérieusement. La vie est importante. Mais la vie, c'est pas important, la vie. C'est utile. Mais c'est utile si c'est utilisé. Et pour être utilisé par des égos, il faut de l'expérience. Mais l'expérience de l'ego amène le contact avec l'intelligence. Puis quand l'être humain est suffisamment en contact avec l'intelligence, même si ce n'est pas encore un illuminé, dans le sens lumineux du terme, même si l'humain n'est pas en contact total avec l'intelligence, progressivement, il finit par se dissocier des mécaniques qui normalement régularisent son évolution. Il brise ces choses-là. L'individu doit ramasser de l'énergie et pour ce faire, il doit expérimenter au départ. Il doit expérimenter des choses que l'occultisme a parlé. Il doit expérimenter des choses que l'ésotérisme a vantées. Il doit expérimenter des choses que la science a promulguées. Il doit expérimenter de la vie aussi, de l'événement. Parce que quand vous vivez de l'événement, vous êtes en phase initiatique. L'initiation, ça vient du mot ignes, feu. Le feu, lumière, c'est tout des symboliques, là. Le feu, lumière, illumination, etc. Bon, il faut absolument que l'humain vive des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te risquer à faire quelque chose et tu vas manquer ton coup. L'important, c'est pas d'en tirer une leçon parce que ça fait partie des mécaniques d'évolution qui engendrent la sagesse. Puis la sagesse est utile uniquement tant que le contexte ne change pas. Les sages du passé, amenez-les aujourd'hui puis demandez-leur de régler les problèmes de la Confédération canadienne. Là. Vous allez voir que les sages, ils vont retourner dans le passé. Bon, ils vont dire c'est ça qui est sage. Bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on y va par expérience. Donc, à un moment donné, je fais quelque chose. Ce n'est pas ça. Lentement, je dois prendre le temps, une microseconde au moins, par année, ce serait déjà ça, pour juste observer le résidu de la saveur de mon intuition. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste une impression. Quand il y a une intuition, on a une impression. L'impression, elle est biologique, elle est psychologique, elle est mentale. On le fait. Puis si vous êtes honnête, transparent, suffisamment transparent avec vous, donc si vous ne vous mentez pas pour rationaliser ce que l'ego appelle l'échec, hein, je devrais faire ceci, j'investis à la bourse. Puis là, 2 jours après, là, je perds tout. Là, je me dis, écoute, tu vois, je me suis fait charrier, puis c'est ça. Là, je vais rationaliser pour essayer de me donner raison d'avoir eu tort. Tu sais, ouais, mais tu sais, on n'est pas tout seul, tu sais, à avoir perdu. C'est ça. Mais là, on fait de l'ego. Là, on évolue. Mais pour se conscientiser, l'humain, ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait regarder qu'il vient de perdre 500$, 5 000 ou 50 000, puis là, il doit observer ce qui reste chez lui. La saveur, l'amertume, tout ce qui énergétiquement se promène chez lui. Puis à un moment donné, l'individu va revivre une intuition. Tu devrais recommencer à la bourse. Puis là, il va dire, écoute, là, moi, je vais mettre juste 50$, parce que là, avec 500, ça va vite, c'est ça. Et là, l'intuition lui dit fortement, non, mets 500. Moi, ce que je recommande à l'humain, c'est que quand j'ai mis 500 puis je l'ai perdu, puis que là, on me demande encore de mettre 500, bien, je mets 50 quand même. De temps en temps, on paye le prix. Mais plus souvent qu'autrement, c'est salvateur, c'est l'astral qui vient nous charrier. Puis tant que l'humain n'a pas suffisamment d'intuition pour être capable de percevoir, il va arriver avec son 50$, là, ou son 500 s'il met encore 500, puis là, il va avoir juste une petite information qui arrive. Pouf! Faut que le gars ait les cheveux blonds. Le courtier, par exemple, ou la fille. Faut que le gars ait les cheveux blonds. C'est ça. Là, tu arrives devant ton courtier, c'est une fille. Mais tu ne mets pas 500$. Tu t'en vas chez vous. Mais ça, on ne l'écoutera pas. Ça, c'est des petites informations de l'ajusteur de pensée, ça sera pas long, qui viennent juste à ajuster. Parce que normalement, l'individu qui est très à l'écoute de son ajusteur de pensée, donc de l'intuition, il y aura toujours la petite information clé qui va désamorcer un problème. Mais normalement, ce qui arrive, c'est que tu dis, bon, je vous vends une compagnie ce soir, puis je vous dis, investissez tout, 50$, 500$ là-dedans. Là, on vous énergise au maximum. Là, votre intuition, c'est d'embarquer. Il y aura, si c'est pas correct, immédiatement, il y aura quelque chose qui va rentrer. Mais normalement, notre ego est tellement content, tellement sûr,
que tout le reste, il l'écoute plus. Bon, l'expérience va faire en sorte que progressivement, tu vas être capable, mais il faut se risquer dans la vie. Il faut se risquer avec des pacotilles, mais des petites choses. Comme je disais à un moment donné, le gars qui n'a jamais acheté de billet de loterie, là, ce soir, il s'est risqué. Là, il en a acheté pour 2 piastres. Il fait 45 000 par année, il vient me dire que c'est risqué, il a acheté 2 $ de billets de loterie. J'appelle pas ça un risque. Dans la vie, il faut se risquer. Maintenant, c'est évident que tu ne te risques pas d'une façon astrale ou spirituelle. J'ai 45 000 en banque, j'en mets pas 40 000 dans une affaire. Tu sais, j'évalue, je mets 2 000, 5 000, je mets 10 000. Mais on met pas tout. Parce que si tu es en phase d'expérientiation, il faut attendre quelques années avant de continuer l'expérientiation. Il ne te restera plus d'argent. Ça veut dire qu'il ne faut pas emprunter non plus, d'abord, plus que le 45 000. Bon, ça c'est extraordinairement important. On ne doit jamais emprunter, sauf si c'est pour acquérir un actif. OK? Ça, c'est une loi piscéenne planétaire. Par contre, on va tout faire pour que tu empruntes, même si tu n'acquiers pas un actif, de façon à t'endetter. Parce que l'humain qui est endetté, c'est un humain qui est karmiquement lié au passé. Alors, on te draine. Ça draine de l'énergie au lieu de ouais. La première chose qu'un humain endetté doit faire pour se conscientiser, là, c'est de clairer ses dettes. Bon. Qui se serre la ceinture, qui a à vendre sa ceinture, mais il faut qu'il s'arrange pour éliminer ses dettes le plus rationnellement possible puis le plus rapidement possible. Il ne devient pas malade, il ne devient pas stressé, puis il ne jeûne pas, il ne mange pas une fois par jour. Mais il doit s'arranger pour accepter que pendant un bout de temps, bien écoute, le petit égo, là, tu voulais qu'on s'endette, j'étais charrié à m'endetter, bien là, pendant 2-3 ans, je ne sais pas trop, on n'achète plus de disques, on ne loue pas de films, on va se contenter de la télévision, puis on va vivre, on va payer les dettes. Quand les dettes sont payées, juste ça, ça te donne une énergie absolument phénoménale pour te libérer. Donc l'argent, c'est donc une énergie, ou un manque d'argent, c'est un anti-énergie? Même chose. En plus, il faut la gérer. Où on peut trouver l'énergie nécessaire à l'illumination. Parce que le territoire, dans une conférence auparavant, dans la conférence, tu parlais du Québec. Parce que le territoire peut nourrir finalement un État qui va t'amener une énergie nécessaire. Bon, à l'extérieur des plaines du Saint-Laurent, le bouclier canadien est un endroit telluriquement énergétique. C'est un territoire yannique. Le territoire des cantons de l'Est est un territoire yinique. Un territoire beaucoup plus humide, un territoire qui est beaucoup plus propice à la spiritualisation. Le territoire au nord, donc, des plaines du Saint-Laurent, des territoires yanniques, beaucoup plus propices à la supramentalisation. Ça n'empêche pas l'individu de se véhiculer d'un territoire à l'autre. Hein, on ne panique pas, on déménage pas tout dans le nord, il y a des mouringouins, bon. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, la tellurie du Québec, à l'échelle planétaire, elle est présentement, parce que le noyau tellurique, c'est quelque chose qui migre. Comme le pôle Nord migre, hein, il se déplace, le pôle Nord, on a sur les cartes topographiques, on voit bien qu'il y a des déplacements. Alors, pendant un moment donné, le gros vecteur énergétique se trouve dans un pays, et c'est normalement ce vecteur-là qui, en se promenant à la surface de la planète, oblige les individus à vivre des migrations. C'est ce qui a toujours expliqué les conquêtes obligatoires des Romains, des Français, de tout le monde, quoi. Des peuples qui sont rendus dans les forces apothéosiques. Donc, le territoire est une façon. Mais ce qui est surtout important, c'est de commencer avec les pacotilles qu'on a autour de nous autres, avec les objets qui nous entourent, avec ce que nous sommes, avec les relations avec les individus. C'est là qu'on ramasse une première énergie, parce que c'est une énergie qui est déjà prédigérée, si on peut dire. C'est une énergie qui est beaucoup plus assimilable par tous nos véhicules planétaires et qui va nous mettre en position de bénéficier de l'énergie tellurique du Québec. Est-ce que tu parles d'une énergie de synergisation avec des gens, une question d'affectivité? Bon, première chose, on va expliquer. Première chose à faire pour ramasser de l'énergie, c'est nécessairement de placer proprement, quelque part dans son ego et dans sa conscience, cette phrase. Mais là, on spiritualise. Moi, je ne suis pas capable, dis-le donc. Il ne faut pas spiritualiser. Voilà, je l'ai bien dit. Je passe avant tout. Rentrez-la loin. Mais mettez-la grosse pour la voir. Pas seulement pour l'oublier. Non, c'est ça. Assez grosse pour la voir. C'est pour ça que je disais, je télépathe. Je passe avant tout. OK? Ça, c'est la première structure récupératrice, mais elle est merveilleuse et énorme d'énergie. Je passe avant tout. Tout. Vous êtes fatigué, vous écoutez un film, vous passez avant tout, bien de dos.
Vous avez bien du travail à faire, vous avez une réunion bien importante, vous êtes malade, vous êtes n'importe quoi. Vous devez passer avant tout. Mais passer avant tout, c'est pas dangereux. Ah, c'est de l'égocentrisme. Mettez les mots que vous voudrez, je m'en balance, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais l'ego n'est pas d'accord avec ça, de toute façon. Pas grave, c'est ça qu'il faut faire. Passer avant tout. Un ego bien éduqué, pas d'accord, parce qu'il a appris qu'il fallait qu'il soit altruiste, il fallait qu'il passe après. Non, mais ce que je veux dire, dans le cas, par exemple, t'es fatigué, mais t'as un bon film, l'ego, je suis fatigué, c'est tout, mais je veux voir la fin du film. Bon, c'est pour ça que je dis, mais là, ton ego pour l'instruire, puis garde un bout dans ta conscience pour le faire. Je pense avant tout, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez entretenir votre corps physique. Oui, mais là, je m'en vais au restaurant, puis il n'y a pas, je passe avant tout. C'est très, très, très utile, on va dire important pour astraliser, de comprendre l'idée. Je passe avant tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais aussi m'acheter du linge. Prenons l'exemple des parents. Ils vont magasiner, là, puis ils reviennent avec du linge pour les enfants. Ils partent de magasiner pour eux autres. Bon. Je passe avant tout. Ça veut dire que quand j'aurai ce qu'il faut, bien nécessairement, parce qu'on est intelligent, on va s'arranger pour donner à où ce qu'il faut. Mais au départ, l'humain de comprendre de passer avant tout. Puis quand je dis passer avant tout, ça ne veut pas dire je rentre au cinéma, puis je bouscule tout le monde, puis je passe avant tout. Le monde. C'est pas ça. C'est pas l'ego qui passe avant tout, là. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Je passe avant tout. Je m'occupe de moi. C'est la première chose. Je fais le taxi pour les autres. Je suis toujours en train de me faire têter pour aider quelqu'un qui ne comprend pas, puis qui repose les mêmes questions, puis qui applique jamais mes solutions. Puis je suis toujours... À un moment donné, on doit mettre fin à cette roue de collectivisme, arrêter toute l'affaire au complet. Le patron, les employés, la compagnie, l'usine, l'argent, le fric, tout, on arrête, tout. J'arrête. Puis là, je commence. C'est quoi mon problème? Bien, je ne suis pas en forme physiquement. Bon, ben je me réserve 2 heures par semaine pour commencer à me mettre en forme. Sur les 2 heures, je vais essayer d'en faire au moins 15 minutes. Bon. Ah non, ben, faut être humain, hein? Mais là, je décide. Ah, mais j'aurai pas le temps. Ça, il faut que ça tombe aux oubliettes. J'aurai plus le temps de faire le reste, mais j'aurai le temps de faire pour moi. Bon, mon alimentation, là, c'est ici. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de sommeil. Maintenant, pour ramasser de l'énergie, maintenant, je dois prendre le temps de rire. Le rire, c'est une très, 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 très grande qualité de l'être nouveau. C'est un être qui s'amuse, qui rit, qui est joyeux, parce que le rire nous permet de conserver de l'énergie tout en lui permettant de circuler. Ça guérit, ça énergie, ça pep, ça barbouille d'enthousiasme. Donc, rire. Maintenant, ce qui est important, c'est que si je passe avant tout, ça veut dire que je dois me permettre des soirées avec des amis. Mais quand je parle de soirées, ce n'est pas des soirées alcoolisées. Ce que je veux dire simplement, c'est que je dois me permettre d'être avec des individus que j'aime. Ça va être ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, mes voisins, mes amis, moi. Je dois être avec des individus avec lesquels je peux vivre des échanges d'énergie. Parce que l'échange d'énergie entre les individus a l'avantage d'engendrer la synergisation. Je te donne ce que j'ai en masse, je rayonne, et tu me donnes ce que tu rayonnes, puis plus tu me donnes, plus moi ça me grimpe, plus ça me grimpe, plus je rayonne, plus ça te grimpe. C'est une synergisation. S'il y a uniquement un donné d'énergie, moi j'appelle ça un tétage, hein, vous tétez quelqu'un, ou quelqu'un vient vous téter, c'est pas ça l'idée. Il faut qu'il y ait une synergisation. Ça va se faire avec le tiraillement avec les enfants, avec les contacts physiques, avec un massage, avec le jeu. Ça va se faire avec une bonne bouffe pour la santé, qui peut être bonne au goût en même temps, mais avec une petite chandelle, une petite quelque chose. On se paye un petit luxe. Mais ça, c'est un luxe qui nourrit le corps astral et qui amène de l'énergie. Le corps astral, il faut le nourrir. C'est l'ego le problème, pas le corps astral. Le corps émotif, il faut le nourrir. Sans ça, on est en manque. Si on manque au niveau astral, on se punit sans arrêt. On s'interdit des choses. Mentalement, on perd de l'énergie. On engruge dans le corps vital, donc dans le corps physique. On est malade. Toutes les maladies psychosomatiques. Donc, on doit se payer le luxe d'être bien, de se donner, de s'autoriser à faire des choses qu'on ne fera pas normalement. Tu vois quelque chose, un linge qui te plaît, bien, tu as l'argent. Tu sais, il ne faut pas se t'enlever. Tu as l'argent, ça te plaît. Oui, mais c'est 75 $, 150 $, mais une fois par mois, de temps en temps, faut que je la jette. Je le prends. J'ai jamais été voir un film Omnimax, ça me tente. Bien, à un moment donné, torieux, je synchronise les choses, puis je vais y aller. Je passe avant tout.
J'ai jamais été au planétarium d'art, j'aimerais ça voir le ciel en plein jour, les étoiles en plein jour, je me paye, là, j'y vais. Je n'ai jamais pris de vacances, je n'ai jamais voyagé, bien, à un moment donné, je dois m'arranger. C'est extraordinairement important pour un paquet de processus sur lequel je vais passer. Mais là, on ramasse de l'énergie pour gagner l'illumination. Et le fait de faire ça, c'est qu'on se dissocie des égrégores du collectivisme et on devient, je veux pas que le mot ait l'air péjoratif, mais on devient seul, c'est-à-dire qu'on devient centré. Oui. Parce que là, à ce moment-là, on ne peut plus fonctionner en Tu n'es pas solitaire, tu es solide à terre. Oui, mais on ne peut plus fonctionner en faisant de rapport avec les autres, de comparaison, parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Vois-tu, moi, j'étais en Amazonie à un moment donné avec des personnes, et puis je leur disais, écoutez, on ne voyage pas ensemble. Si on est dans le même avion, tant mieux. Si on est dans le même hôtel, tant mieux. Si on est dans le même taxi, tant mieux. Puis si on est dans la même merde, tant pis. Mais on ne voyage pas ensemble. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je décide que je m'en vais sur le Mato Grosso en Amazonie, puis eux autres, ils me disent, ouais, on serait bien mieux d'aller voir Machu Picchu. Bien, allez-y à Machu Picchu. Achetez-vous des Kleenex. Moi, je m'en vais en Amazonie. Okay? L'humain doit s'arranger. Vous devez vous aimer. Vous devez être capable de vous entretenir. Mais c'est pas. Puis l'humain, souvent, il dit, ouais, mais c'est de l'ego, ça, s'aimer. Tu sais, je m'aime. C'est pas ça, s'aimer. C'est s'autoriser à se donner ce qu'on attend des autres. Là, vous allez être bien servi. Et ça, c'est un facteur de ramassage d'énergie. Une autre façon de ramasser de l'énergie, oui. Tu as fait tantôt, tu as mentionné les voyages pour ramasser de l'énergie. Puis dans les voyages, on peut récupérer des anciennes, soit des anciennes mémoires, des anciennes réincarnations, ou dans des objets, dans des formes. Est-ce que les symboles qu'on peut retrouver, ou les lieux physiques qu'on peut retrouver dans les vieilles places où on peut avoir déjà vécu, est-ce que ça nous redonne de l'énergie? Bon. Évidemment, je dis souvent, c'est pas ce que je dis qui peut être dangereux, c'est ce que vous entendez. Ne partez pas tout en voyage le même matin. Il y a des individus qui, pour ramasser suffisamment d'énergie, doivent mettre fin à des problématiques réincarnationnelles. Et pour mettre fin à ça, ils doivent fouler le territoire où a vécu une réincarnation particulière qui les chatouille. Donc, il y a des individus qui seront toujours attirés par l'Europe, d'autres toujours attirés par l'Afrique du Sud, d'autres toujours attirés par le Mexique, d'autres toujours attirés par un endroit quelconque en Angleterre. Bon. Ces individus-là, à un moment donné, doivent s'arranger pour partir, aller, puis là, ils vont revenir drôlement mieux. Ils vont récupérer l'énergie informative, donc l'expérience planétaire de la mémoire incarnationnelle qu'ils attiraient là-bas, et ils rapatrient ça chez eux. Donc, de cette façon-là, c'est extrêmement important. Maintenant, on parle de symbolique, c'est évident qu'en allant... La première fois, moi, j'avais 18 ans, j'étais dans la jungle, j'ai été dans le Petén, au Guatemala, et puis je marchais dans la jungle, et puis subitement, je vois une montagne, des gros arbres dessus, puis tout ça, et puis là, je dis, ça, c'est une pyramide. Alors, je grimpe la montagne, puis quand j'arrive en haut, bien, effectivement, c'est un plateau carré. La pyramide était déjà découverte. Découvrir vient du mot ôter ce qui est dessus, découvrir. Alors, elle était découverte. Et puis, on voyait les marches qui descendaient, puis c'était une pyramide, mais dans l'arrière, évidemment, c'était une montagne. J'étais chez moi parce que j'ai déjà vécu là, une partie de ce qui me réincarne a vécu là, etc., à l'époque où je m'appelais Sembrador d'Alter Ego. Bon, j'ai vécu là. C'est original. Là, en allant là, tu places les choses. Mais je reconnaissais des places. Est-ce qu'on récupère ce qu'on a laissé là? Oui. Dans la forme, dans un objet? Tu récupères, puis tu règles le passé. C'est un peu comme retournez voir quelqu'un qui vous a bien magané dans le passé, quand vous étiez jeune, ou etc., et puis allez soit lui demander pardon, ou soit régler les choses. Puis après ça, ta vie décolle en avant. C'est toutes des âmes qui sont en arrière. Mais il y en a qui datent du passé. Pas tout le monde. C'est pour ça que je dis partez pas tout en voyage. Il y en a qui aiment voyager uniquement pour aller s'instruire, rencontrer de nouvelles ethnies, se baigner dans d'autres énergies, parce qu'ils ont une conscience de plus en plus planétarisable. C'est correct. Donc, on ne décolle pas tout de suite. Là, j'ai toujours le goût d'aller en Afrique. Ça coûte juste 12 000 $. Alors, je vais, je charge à la maison, puis j'y vais. Oui, mais quand tu reviens, tu vas voir avec tes souvenirs, tu ne sauras pas où les mettre. Ce qui est important... Est-ce qu'on peut l'avoir mis aussi comme indice pour se rappeler? Parce que il m'est arrivé un petit peu la même chose que ce que tu dis quand je suis allé en Angleterre. Puis à un moment donné, j'avais un très fort sentiment pour entrer dans une bâtisse. Puis en tout cas, on faisait un chemin que... Tu étais manipulé. Qui me paraissait familier. Je suis rentré dans un temple qui était de l'ordre des Templiers. Puis sur le plancher, il y avait de gravé un chevalier
sur un cheval avec un agneau, puis il portait un drapeau, puis c'était le drapeau du Québec. Et puis, ceux qui étaient là dans l'église, dans le temple, le maître du temple ne savait même pas, en tout cas, ou il m'a niaisé, là, mais il n'avait pas l'air de savoir que c'était le drapeau du Québec. Pas niaisé. Est-ce que, si on a déjà été des Templiers ou si on a déjà été de cet ordre-là, on peut s'être laissé des traces pour se dire d'aller vers le Québec éventuellement? Bon. Les arcanes du tarot, c'est des traces laissées par des personnages de façon à être capable de se retrouver plus tard. La majorité des symboles ésotériques, que ce soit tous les pentacles, toutes les formes, les légendes, les mythes, les livres qui créent quelque chose, les livres sacrés, toutes ces choses-là sont laissées par des individus de façon à être capables de retrouver de l'information plus tard quand ils vont avoir un corps physique qui va être différent. Si on regarde, par exemple, bon, il y avait un agneau. L'agneau, c'est le Christ. Le chevalier, l'agneau, puis le Québec. Ça, tu trouves ça dans une espèce de chapelle de Templiers en Angleterre. Bon. Qui est la seule bâtisse qui n'a pas été détruite pendant Est-ce que c'est la chapelle où on a des cercueils de chevaliers couchés sur le plancher? Bon. Alors, tu vois, ça date de très longtemps et déjà là, est ancré dans le plancher, c'est très, très bien écrit, que l'énergie christique ou le Christ, etc., mais pas Jésus-Christ, là. Mais tout ça au complet, ça, en tout cas, il y a eu une transposition exactement comme ici, on pourrait dire. Les Templiers ont possédé l'essence christique, peut-être le Graal, et à travers le trésor des Templiers, ils l'ont déplacé puis ils l'ont caché au Québec. Qu'est-ce que tu as là? Ils ont su des choses, ils l'ont laissé par écrit, finalement, de toutes sortes de formes. On a laissé des traces. Oui, mais ça sert à rien, à personne. Ça sert uniquement à celui qui un jour devra aller le voir pour se rappeler. Oui, mais ça... Je me souviens. Oui, mais c'est... Oui, c'est plus tard. C'est le Québec, je me souviens. Quand il va se rappeler, là, tu vas voir. C'était fait pour se rappeler, mais s'il arrive, me rappeler, vous m'amener quelque part, mais finalement, je suis déjà rendu, puis là, je revois ces traces-là, mais ça sert énormément, parce que ce que Michel dit, c'est que c'est idiot un peu, parce que ça me permet de me rappeler que je dois aller où je suis déjà. Ça te permet surtout de cesser de te médiocriser puis de penser que tu n'es pas là. Ou que tu n'es pas à la bonne place. C'est peut-être que moi, je suis un tel, peut-être que je suis ici, je suis ça. Confirme des là, quand tu vois ça, bien, torieux, à un moment donné, réveille. Tu sais, oui, c'est ça. Okay, ça confirme des choses. Mais... Ça sert uniquement. OK, bien, c'est toute une manipulation, mais l'intention pour laquelle c'était fait, je suis pas mal certain que c'est pas c'est pas la fin, c'est pas le but qui va... Comment je peux dire ça? C'était pas l'intention. Ça, à quoi ça sert, c'est pas c'était pas la raison qui s'était donnée pour le faire. Absolument, parce que l'être humain ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Donc, ceux qui ont gravé ça au départ, ont gravé ça pour un paquet de raisons. Mais ils savaient qui n'ont rien à voir avec la vraie raison, ou l'utilité que lui va en faire plus tard. Par exemple, je fais une peinture de telle ville parce que j'aime la ville. 200 ans après, quand je la vois, ça me rappelle que je n'ai pas fait la peinture pour me rappeler. J'ai fait la peinture parce que j'aimais la ville. Mais quand moi je vais revoir la peinture, je vais m'en rappeler. Donc, je vais m'en servir pour m'en rappeler. Une chose importante au niveau des symboliques. Ce que vous avez chez vous, la vie humaine est un grand réservoir d'énergie. On place de l'énergie dans nos enfants. Nos parents l'ont placé chez nous. On place de l'énergie dans tout ce que l'on va acheter. On place de l'énergie dans tout ce que l'on va transformer. L'humain appelle ça créer. Mais ce n'est pas de création encore. Création, c'est à partir du neuf, à partir de rien. Lorsque l'on décore sa maison, on met de l'énergie. Lorsqu'on achète du linge, on met de l'énergie. Lorsque l'on écrit un poème, on met de l'énergie. Lorsque l'on chante, on chante de l'énergie. Et à un moment donné, il arrive un temps où, et on parle souvent de la richesse, parce que l'être nouveau est un être qui aura de la richesse. Il aura la vraie richesse. La richesse, c'est le temps et l'argent. Et quand je parle d'argent, je parle de liberté matérielle. Vous avez besoin d'aller quelque part, vous y allez. Vous voulez amener vos enfants, vous les amenez. Pas de problème. Bon. Ça fait partie ça, de l'apanage de l'être nouveau. Nécessairement, il sera un être d'affaires. Maintenant, ce qui est important, c'est que je disais qu'à un moment donné, on doit s'entourer de matière qui va avoir la capacité structurale atomique de supporter notre énergie. Mais il vient un moment donné où la matière ne supporte plus votre énergie, elle l'absorbe. Et quand la matière commence à absorber votre énergie, de deux choses l'une. Premièrement, elle peut commencer à briser, si c'est mécanique ou électronique. Là, c'est le temps de changer. Mais ce qui va arriver souvent, ça ne brise pas,